Avec Le Brief, recevez l'info en langage clair. Chez Argenta, recevez des conseils financiers en langage clair. Pour les grands patrimoines aussi. Argenta, c'est aussi simple que ça. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 5 août et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'Écho. Après la crise provoquée par l'arrivée de dizaines de milliers de migrants sur l'enclave espagnole de Ceuta, les Européens affichent désormais un front plus uni sur la question migratoire. Et puis dans ce brief, il sera aussi question de droit à l'erreur dans votre déclaration fiscale. Et SpaceX a plutôt réussi son premier test en tant que société cotée. L'entreprise spatiale d'Elon Musk affiche un chiffre d'affaires quasiment doublé sur un an, en grande partie grâce au réseau de satellites Starlink. Et enfin, un nouveau traitement contre l'obésité arrive sur le marché. Déjà l'un des acteurs majeurs de ces traitements très lucratifs, l'entreprise américaine Eli Lilly promet des pertes de poids records. Je suis Ondine Ouérez et vous écoutez Le Brief. Le brief. Cette info dès 7h. L'Europe sort-elle réellement plus unie de la crise de Ceuta ? Les ministres de l'Intérieur des États membres se sont réunis hier en visioconférence en urgence, près d'une semaine après que plus de 70 000 migrants ont tenté de rejoindre l'enclave de Ceuta, petite ville espagnole à la frontière du Maroc. Cette rencontre avait pour but de trouver des solutions pour mieux encadrer la politique migratoire européenne et un plan concret devrait être présenté lors du sommet en octobre. Mais cette réunion, c'était surtout l'occasion d'apaiser les tensions entre les pays autour de la question migratoire, des tensions ravivées ces derniers jours. La crise a aussi été largement instrumentalisée par certains partis qui en ont profité pour relancer leurs critiques sur la gestion des frontières de l'Union. L'Espagne du socialiste Pedro Sánchez était notamment pointée du doigt par plusieurs pays, à commencer par l'Italie de Giorgia Meloni. Quentin Joris, tu es le chef du service politique de l'Écho. Et de politique, il en est largement question dans cette affaire. Alors, cette crise migratoire, c'est l'objet de ton édito du jour. Est-ce qu'on peut dire, Quentin, que les Européens sont plus alignés désormais ? Ce qu'on peut dire en tout cas aujourd'hui, c'est que les Européens ont tenté d'afficher une certaine unité. Et ils sont parvenus un peu à apaiser les tensions politiques, comme tu l'as dit précédemment. Par contre, on sent quand même qu'entre l'Italie et l'Espagne, les choses ne sont pas vraiment au beau fixe. Il y a un certain nombre de critiques. On a beaucoup critiqué la politique de régularisation de Sánchez. Alors aujourd'hui, ils montrent qu'ils veulent aller de l'avant, qu'ils veulent travailler ensemble. Et c'est vraiment la clé, c'est vraiment l'enjeu principal, parce que la division en matière de migration, ce n'est clairement pas une option. On a besoin d'unité, on a besoin de travailler ensemble. Une politique commune pour protéger les frontières extérieures est nécessaire. Alors, est-ce qu'elle sera parfaite ? Probablement pas, mais la division n'est certainement pas une meilleure option. Oui, Quentin, tu fais donc allusion à la régularisation massive de personnes en situation irrégulière qui vivent déjà sur le sol espagnol. Une politique de régularisation menée donc par le socialiste Pedro Sánchez en vue de répondre à des besoins économiques de l'Espagne. Mais c'est une vision qui est largement critiquée par les partisans d'une politique migratoire plus dure. Merci, Quentin. Bonne nouvelle pour ceux qui sont en conflit pour la première fois avec le fisc. La Cour constitutionnelle vient de décider que la présomption de bonne foi s'appliquera rétroactivement en cas de première infraction fiscale. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en principe, si vous avez commis une erreur pour la première fois dans votre déclaration fiscale, vous oubliez par exemple de déclarer un revenu, vous êtes présumé, aux yeux de la loi, comme ayant agi de bonne foi. L'erreur est humaine. Grâce à cette présomption de bonne foi, vous évitez de payer une pénalité. Jusqu'ici, cette règle ne concernait que les déclarations récentes, mais la Cour constitutionnelle vient de supprimer cette limite. Ça veut dire que vous pourrez invoquer cette présomption de bonne foi, même pour des dossiers plus anciens, à condition qu'ils ne soient pas encore clôturés pour de bon. À noter que ce droit à l'erreur ne concerne ni la TVA, ni les taxations d'office. Vous devez aussi toujours payer votre impôt. C'est bien la pénalité seule qui peut être supprimée. L'horizon continue de s'assombrir pour Brussels Airlines. La compagnie aérienne vient de publier des résultats semestriels peu encourageants. Les chiffres sont en forte baisse. 70 millions d'euros de pertes d'exploitation. On était déjà à 46 millions d'euros l'an dernier. Et ce, malgré une hausse du nombre de passagers ces derniers mois. Xander Vlassenbroek, bonjour. Bonjour Ondine. Xander, tu t'es penché sur les comptes de Brussels Airlines. Alors, on le sait, la compagnie connaît des difficultés financières depuis plusieurs années. Mais qu'est-ce qui explique ces résultats particulièrement mauvais cette fois ? Du côté de Brussels Airlines, on parle surtout de plusieurs facteurs externes défavorables.
Donc d'abord, il y a forcément les tensions au Moyen-Orient qui ont fait grimper les prix du pétrole. Ça a augmenté les coûts de la compagnie de 64 millions d'euros sur le semestre. C'est quand même important. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit aussi au niveau du groupe Lufthansa, idem chez Air France KLM ou d'autres compagnies européennes. Et puis, ce n'est pas le seul facteur qui a poussé en fait les résultats de Brussels Airlines dans le rouge, puisque à côté de ça, il y a eu l'épidémie d'Ebola qui a touché ses destinations en Afrique, notamment Kinshasa. Kinshasa qui est aussi une destination où maintenant Brussels Airlines fait face à une nouvelle concurrence de la compagnie Air Congo. Donc on voit qu'il y a pas mal de facteurs. Il y a encore eu les grèves également qui ont touché l'activité de Brussels Airlines avec l'aéroport de Bruxelles ce semestre. Donc voilà, il y a pas mal de facteurs. Et Xander, ces pertes, elles vont avoir des conséquences concrètes sur les projets de Brussels Airlines ? D'un côté, la compagnie, elle se dit optimiste pour le reste de l'année 2026. De l'autre, elle donne quand même des annonces pas vraiment rassurantes, puisque à cause de cette rentabilité inférieure aux attentes, Brussels Airlines doit se montrer prudente pour les années à venir. Et donc, elle a décidé que pour l'année prochaine, elle n'ajoutera pas les 2 Airbus A330, ces grands avions long courrier qui étaient prévus pour sa flotte en 2027. Et à côté de ça, elle ne renouvellera pas son contrat de wet lease. Donc ça, c'est les contrats où on loue en fait des avions à une autre compagnie avec équipage pour les hautes saisons. Eh bien, ce contrat qu'elle avait avec la compagnie Air Baltic, elle ne va pas le renouveler pour l'année prochaine. Donc, on voit que les perspectives ne sont vraiment pas terribles du côté de Brussels Airlines. Et je précise que Brussels Airlines est loin d'être la seule compagnie à souffrir de la situation actuelle. Sa maison mère Lufthansa a par exemple annoncé mettre à la retraite ses 4 derniers Airbus A340. SpaceX a dévoilé ses tout premiers résultats en tant qu'entreprise cotée et ils sont plutôt solides. Le chiffre d'affaires a presque doublé en un an à quasiment 8 milliards de dollars, tandis que les pertes ont été divisées par 2. Le principal moteur, c'est Starlink. Le réseau Internet par satellite revendique désormais 12 millions d'abonnés à travers le monde et ça reste l'activité la plus rentable du groupe. Mais SpaceX continue surtout d'investir à un rythme colossal. Plus de 18 milliards de dollars ont été dépensés en 3 mois, dont l'immense majorité dans l'IA. Une activité qui rapporte déjà de l'argent à SpaceX, mais qui reste largement déficitaire. Malgré ses résultats meilleurs que prévus, l'action a quand même reculé après la clôture de Wall Street. Les investisseurs craignent notamment une vague de vente d'actions à partir de jeudi, avec la fin de la période de lock-up, une période qui empêchait les premiers actionnaires de vendre leurs titres. Et s'il y en a un qui sait faire bouger les cours de bourse, c'est bien Donald Trump. Et le président américain l'a bien compris. Depuis le 1er août, son réseau social propose un tout nouveau service. Il s'appelle Truth API. Et ce qu'il promet, ce n'est rien de moins qu'un accès direct aux publications de Donald Trump avant le reste du monde. Prix du privilège, entre 60 000 et 100 000 $ par mois, rien que ça. L'idée affichée est de donner une longueur d'avance aux investisseurs et aux sociétés de trading, car on connaît l'impact parfois considérable des messages de Trump sur les marchés. Depuis son annonce, le service est sous le feu des critiques. Certains dénoncent une pratique contraire à l'éthique pour un président, voire un véritable abus de pouvoir. Et ça n'a pas empêché Truth API de trouver preneur. 5 clients se seraient déjà abonnés à la fonctionnalité. La Belgique et les Pays-Bas renforcent leurs liens électriques. Ce mardi, les premiers ministres belges et néerlandais se réunissaient pour inaugurer une toute nouvelle ligne à haute tension entre les deux pays. Une ligne à haute tension, c'est un réseau de câbles qui sert à transporter l'électricité à forte puissance sur des grandes distances. Et c'est notre gestionnaire national Elia et son pendant néerlandais Tenet qui sont à l'origine du projet, un projet baptisé Brabo 3. Christine Scharff, tu étais à l'inauguration du projet pour l'Echo hier. Alors à quoi cette nouvelle infrastructure va-t-elle concrètement servir ? En fait, c'est un investissement de plus de 300 millions d'euros qui vise à renforcer le réseau dans toute la zone du port d'Anvers et autour du port d'Anvers. Alors, d'une part, ça va permettre de libérer de la capacité pour acheminer davantage d'électricité vers les industriels du port, mais c'est aussi un moyen d'augmenter les échanges transfrontaliers avec les Pays-Bas. Et ça, Christine, ça aura des retombées directes sur le secteur énergétique en Belgique ? Alors, en interconnectant les réseaux par-delà les frontières, ça permet d'une part de renforcer la sécurité d'approvisionnement parce que quand on n'a pas assez d'électricité d'un côté de la frontière, on peut aller le chercher de l'autre. Ça permet aussi d'aller chercher de l'électricité là où elle est la moins chère et donc on espère d'avoir un effet positif sur les prix. Et ça permet également d'intégrer davantage d'énergie renouvelable dans le réseau parce que quand il y a des surplus d'un côté, on peut aller les chercher plutôt
que de les gaspiller, entre guillemets. Alors l'idée, c'est pas seulement qu'il y ait des retombées positives pour la Belgique et les Pays-Bas, il y a également l'espoir que ça aille au-delà de ces deux pays. Et le projet a d'ailleurs été reconnu comme projet d'intérêt commun par l'Union européenne. Merci Christine. Et on voit aussi qu'Elia et Tenet ne comptent pas s'arrêter là. Pendant l'inauguration, les deux gestionnaires ont annoncé un autre investissement, cette fois pour renforcer l'autre liaison électrique qui existe déjà entre les deux pays. Elle relie Maasbracht aux Pays-Bas et Kinrooi dans la province du Limbourg en Belgique. Le coût estimé est entre 150 et 280 millions d'euros. Eli Lilly est de retour avec un tout nouveau traitement contre l'obésité. La société américaine vient de terminer ses recherches pour un nouveau produit baptisé Retatrutide. Eli Lilly, c'est déjà un poids lourd dans le secteur des traitements anti-obésité, des traitements d'ailleurs très lucratifs. Il est en concurrence directe avec le danois Novo Nordisk. Le groupe est notamment derrière le Zepbound, un médicament amaigrissant très prisé aux États-Unis. Arnaud Martin, tu suis le secteur pharma pour l'Écho. Alors, le Retatrutide serait encore plus efficace que le Wegovy de Novo Nordisk et que les traitements précédents d'Eli Lilly. Mais qu'est-ce qui est différent cette fois-ci avec ce traitement ? En réalité, c'est un traitement qui est assez semblable à ce qu'il y a déjà sur le marché, mais qui aurait été boosté en quelque sorte. En termes d'efficacité, avec ce nouveau traitement, on obtient des résultats qui sont quand même assez impressionnants, puisque la perte de poids, elle se situe environ à 22% après 80 semaines de traitement, et dans certains cas, on peut monter jusqu'à 30%. Ce qui est vraiment très élevé comme résultat, et donc ça nous permet de nous rapprocher des résultats qu'on obtient avec des opérations bariatriques, donc de chirurgie classique. Alors ce traitement, pour l'instant, il ne sera ouvert qu'à une patientèle très limitée. De qui on parle concrètement ? Du coup, pour le moment, le nombre de patients qui pourraient espérer avoir ce traitement est encore limité, ce qui est au final assez logique, puisque même si les phases cliniques sont terminées, il n'y a pas encore l'approbation de la FDA pour le mettre sur le marché. Et donc concrètement, les patients candidats devraient être majeurs, souffrir d'au moins 2 complications graves qui sont liées à leur obésité et prouver que les traitements disponibles sur le marché n'ont pas été efficaces dans leur cas. Et c'est une avancée potentiellement importante pour les personnes qui souffrent d'obésité. Tu rappelles quand même dans ton article, Arnaud, que ce n'est évidemment pas une solution miracle. Comme souvent avec ce type de médicament, on reprend du poids à l'instant même où on arrête le traitement. C'est donc un traitement à prendre à vie. Et puis les effets secondaires sont nombreux. On parle notamment de constipation ou de diarrhée ou encore de nausées très régulières. Les grands patrons de l'IA étaient invités à la Maison-Blanche hier parce que les États-Unis préparent un premier cadre de régulation pour l'IA, mais ils ne viseraient dans un premier temps que les modèles fermés d'OpenAI, Google et Anthropic, pas ceux en open source comme ceux de Meta ou de DeepSeek. Concrètement, les entreprises concernées devraient soumettre leur nouveau modèle à un examen de sécurité avant leur lancement. C'est un virage pour l'administration Trump, jusqu'ici plutôt opposée à toute forme de régulation de l'IA. Cette décision intervient après plusieurs incidents impliquant des IA de dernière génération, capables notamment de contourner certaines protections ou d'attaquer des systèmes de manière autonome. C'est la fin de ce brief, un brief préparé par ma collègue Louise Pinchard. Merci à toutes et à tous pour votre écoute chaque jour. Moi, je vous dis à demain pour un nouveau condensé de l'actualité économique. Allez, salut! C'était l'essentiel de l'info en 7 points avec le brief. Chez Argenta, l'essentiel tient en 2 points. Voici le bref. Premier point. Nous rendons le personal banking vraiment personnalisé, grâce à des conseils financiers à taille humaine, également pour les grands patrimoines. Deuxième point. Des investissements exclusifs et un banquier qui vous connaît. Voici comment nous faisons la différence chez Argenta, avec des conseils qui vous correspondent vraiment. C'était le bref d'Argenta. C'est aussi simple que ça.